Bien, bonjour à tous. Je- donc j'interviens dans le cadre d'un atelier dont le thème est euh, donc le diagnostic et la prévention du décrochage scolaire, enfin du décrochage. Hein. Et j'ai prévu une petite intervention de lancement, on va dire, mais je compte très sincèrement sur les interactions. On est dans un groupe assez restreint, donc autant profiter pour nourrir nos échanges. Hein. L'objectif que je me suis fixé, c'est que vous n'avez pas l'impression de perdre votre temps et qu'à l'issue de l'heure qu'on s'accorde, vous ayez l'impression d'avoir appris quelque chose et progressé. Hein. Et c'est l'objectif que je me suis fixé pour moi également. Voilà. Donc je m'appelle Christophe Meignier, je suis principal de collège. Je suis actuellement au collège Jean Le Coutalaire à Lorient, qui est un collège qui est connu dans notre milieu éducation nationale parce qu'il a des particularités qui ne sont pas communes au sein de l'académie ou au sein du département, de par la population scolaire qu'il accueille. Hein. C'est la population du quartier Bois du Château, qui est un quartier défavorisé, hein, avec des indicateurs très caractéristiques sur le Morbihan. Ça fait, je recalcule vite, une douzaine d'années que je suis personnel de direction. J'ai une première partie de carrière comme enseignant en lycée. Et au cours de mon parcours de personnel de direction, qui est exclusivement morbihanais, donc comme on est dans une instance départementale, et j'ai eu l'occasion d'exercer en collège sur Pontivy, euh, en lycée professionnel sur Hennebon, en collège sur Pluneret, et donc actuellement donc en collège également à Lorient. Et ce qui fait que, sans me mettre beaucoup déplacé, j'ai eu l'occasion de travailler avec des interlocuteurs différents. Parce que les trois pôles, le pôle de Vannes, le pôle de Lorient et le pôle de Pontivy sont assez quand même constitutifs du réseau, des réseaux hein, de notre département. Euh, donc dans les petites réflexions que j'ai formalisées, que j'ai rassemblées pour lancer la tenue de nos échanges, la première, qui est peut-être qui n'est pas centrale, mais au regard que je pose sur la question, c'est que la place finalement du décrochage, et décrochage scolaire, hein, parce que c'est ma partie, euh, au sein de notre pays, et donc le fait que nous soyons rassemblés pour échanger sur ce sujet montre quelque part l'importance du parcours scolaire, du parcours à l'école, que nous avons choisi, nous Français, de mettre au centre de notre pays. Hein, c'est première dépense de l'État, hein, premier budget de l'État, hein, l'éducation nationale. Et, donc le regard que je pose là-dessus, c'est que c'est constitutif du citoyen de demain. Hein, que si on a mis cette priorité-là, c'est qu'à mon sens, c'est constitutif de la construction pour le citoyen de demain. Et à la fois, en tant que moi, personne de direction, enseignant, enfin membre de cette grande institution, je vois ça comme un honneur, hein, quelque part, de participer à cette grande machine, mais aussi ça oblige, quoi. Hein. C'est-à-dire que euh, tout manquement, tout coup manqué, hein, pour pas dire dysfonctionnement, hein, si on dit des gros mots, forcément ça peut pas laisser indifférent. Hein, voilà. Alors à ce stade, vous le voyez d'ailleurs dans ce que je viens de vous dire, et j'aurais dû le dire en préambule, je m'accorde une certaine liberté de ton, hein, pour éviter de vous servir un discours un peu trop formaté, que normalement en tant que personnel de direction, représentant de l'État au sein de son établissement, hein, je suis capable de donner un truc un peu lisse. Je pense que si vous êtes présent sur la question du décrochage scolaire, vous avez aussi besoin d'avoir un discours un peu quelque part de vérité, peut-être un peu dénotant avec ce que l'on peut parfois entendre sur ces questions-là. En tout cas, c'est la liberté que je me suis accordée. Bon, j'espère pas, enfin, pas faire d'erreur. Et donc, dans le cadre de cette liberté, le regard que je pose sur l'institution que je représente, c'est que l'éducation nationale est plutôt efficace, parfois même très efficace, pour gérer les grandes masses. Hein. Pour rappel, vous êtes sur le territoire national, français ou pas d'ailleurs. Euh, vous vous déplacez, hein, vous arrivez dans une ville, une agglomération, de droit, vous avez une place pour vos enfants au sein de l'éducation nationale, pour aller à l'école.
hein. C'est un droit. Hein. Et ça, on le fait pour 800 000 jeunes par tranche d'âge, hein, tous les ans. Ça explique la taille de la machine, quoi. Hein. Et ça, on le fait plutôt bien. Hein, plutôt bien. Bon, des fois, ça frotte un peu. Hein, enfin, sans doute je vous souhaite, en tout cas, j'espère que vous êtes parents. Hein, c'est mon cas. Si c'est pas le cas, je vous le souhaite de le devenir, parce que c'est une belle aventure. Parfois, ça frotte un peu. C'est pas si simple que ça, mais globalement, ça marche bien. Hein. Là où cette grosse machine, cette institution est un peu plus en difficulté, c'est tout ce qui est gestion des cas particuliers, des particularités. Hein, parce qu'elle n'est pas, a priori, pensée pour ça. Alors, c'est vrai pour toutes les particularités. Hein. Maintenant, si moi j'arrive à vous l'exprimer de façon aussi simple et directe, c'est aussi parce qu'au sein de l'institution, cette conscience, on est conscient de ça, hein, à tous les étages de la maison. Et donc, il y a des mises en œuvre de dispositifs pour essayer de pallier à ces difficultés, on va dire ça, hein, de pallier de finalement, malgré des structures pensées vraiment pour gérer les masses, d'être capable quand même de répondre à tous les cas particuliers. Et le cas de l'élève en voie de décrochage en est quelque part un. Et on voit du coup la tension qui se crée entre à la fois le parcours scolaire constitutif du citoyen de demain et en même temps la difficulté de répondre de façon pertinente, efficace, avec des résultats, à la particularité qu'est le décrocheur. Et donc, d'où quelque part l'existence de l'atelier que nous avons aujourd'hui. Alors, comme dans beaucoup de choses, hein, je vais pas vous sortir. Je n'ai pas de chiffres très précis à vous donner. Je n'ai pas préparé aussi de façon assez pointue mon intervention. Mais bon, vous le savez, comme bien souvent, hein, 20% de nos actions font 80% des effets. Et puis pour les 20% qui restent, c'est 80% de l'énergie qu'on va y passer. Alors, la proportion n'est peut-être pas exactement celle-là, mais globalement, c'est quand même le ressenti du chef d'établissement. Dire que pour une grande majorité des élèves qui sont sous ma responsabilité, que les parents me confient chaque jour, je vais vous dire un gros mot, mais une grande majorité d'entre eux, je suis quasiment incapable de les identifier, quoi. Savoir qu'un tel s'appelle un tel, qu'il est comme ça, bon. Pourquoi ? Parce que tout marche bien. Hein. Il est pris en charge par les enseignants, qui font un bon travail. Ça fonctionne, ça roule. Et donc les jeunes, il m'est confié pendant, selon si je suis en collège ou en lycée, pendant 4 ans, pendant 3 ans. Et puis, il fait son parcours, et il tire bénéfice de sa présence au sein de l'école. Et puis après, il va poursuivre son chemin. A l'inverse, il y a certains élèves qui, dès leur arrivée dans nos murs, ou quelques semaines après, ou quelques mois après, j'identifie très, très, très vite. Hein, parce que ils ont des besoins particuliers, ils nécessitent l'intervention du chef d'établissement. Vous pensez bien que je ne suis pas en première ligne sur chacun des élèves. Hein, on pilote des établissements, plusieurs centaines d'élèves. Heureusement que pour une grande majorité d'entre eux, mon intervention directe n'est pas requise. Alors, pour répondre à ces difficultés-là, et c'est pour ça que je regrette l'absence, sans doute a-t-il eu un empêchement de mon collègue du dispositif relais de Vannes, on a des dispositifs particuliers internes à l'éducation nationale qui nous permettent d'accompagner des jeunes, et donc plus spécifiquement, parce que c'est notre sujet, sur la question du décrochage. Hein, on a d'autres sujets, tu parles des parcours particuliers, on a plein de registres, mais sur la question du décrochage, on a des dispositifs internes. Donc le dispositif relais en est un, la MLDS, la mission de lutte contre le décrochage scolaire, en est un également. Enfin, voilà, il y a des registres internes. Le travail fait par le CIO, hein, le Centre d'information et d'orientation, est aussi précieux. Ce sont des dispositifs, on va dire ça comme ça, internes à l'éducation nationale, avec lesquels l'établissement et les personnels de l'établissement travaillent, hein, en relation. Mais il n'y a pas que cela. Hein, et que rapidement, ou selon les situations, on peut aussi travailler avec des partenaires extérieurs, qui soient institutionnels ou de cadre associatif. Hein, par exemple, je suis sur l'Orient depuis maintenant 2 ans. Un des partenaires incontournables sur la place lorientaise sur ces questions-là, c'est la sauvegarde 56. Sur le territoire départemental, il y en a d'autres. Ça dépend un peu comment on est implanté, et puis les liens qu'on a réussi à tisser avec le temps.
Autre point que je voulais aborder sur ce propos de lancement, hein, c'est que le regard que je pose sur la question du décrochage scolaire, c'est que bien souvent, c'est la partie émergée d'une situation bien plus complexe. Hein. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Hein. Si c'était simplement, mais je pense que ça, vous en êtes déjà convaincu, ou au moins vous l'avez ressenti, si la question du décrochage scolaire, c'est simplement un jeune qui ne veut pas venir à l'école, bon, ben, je veux dire, c'est pas un jeune de 12-13 ans qui va, on l'attrape, on le met en classe, et puis il va travailler. Hein. Et d'ailleurs, quelque part, l'obligation scolaire, jusqu'à l'âge de 16 ans, et les dispositifs écrits, hein, les textes qui encadrent notre action, qui disent qu'à partir d'un certain nombre, d'une certaine demi-journée consécutive, on doit faire un signalement pour absentéisme, et les parents qui reçoivent donc un courrier de l'inspection académique les rappelant à leur obligation de parents et à l'obligation scolaire. S'il suffisait de faire ça pour que ça marche, ben, déjà quelque part, on n'aurait pas de sujet. Hein, on n'aurait pas de sujet. Bien sûr qu'il y a cette réponse institutionnelle, hein, formalisée, qui rappelle chacun à ses obligations de citoyen, hein, et notamment l'obligation des parents en tant que représentants légaux et l'autorité parentale qu'ils exercent de faire en sorte que leur enfant soit à l'école. Mais je vous ai promis un discours de vérité. Le constat que je fais, c'est que bien souvent, quand on fait ça, ça sert à rien, quoi. Hein. Enfin, en tout cas, c'est pas suivi d'effet pour la scolarité du jeune dans les semaines et les mois qui suivent. Ça marque un temps. Ça constitue un dossier sur lequel on pourra s'appuyer. C'est pas pour ça que quand je dis ça sert à rien, ne soyez pas choqués par mon propos. Hein. Bien sûr que ça marque un temps dans le suivi de la scolarité, de la situation d'un jeune ou d'une famille, parce qu'un signalement pour absentéisme, ça laisse des traces, et que quand on regarde un dossier un peu étoffé, ben, on peut voir qu'il y a eu un signalement de fait telle année, qu'il y a eu telle suite de faits. Enfin, voilà, ça marque quelque chose. Mais j'ai rarement vu des situations où le courrier envoyé à la famille les rappelant à l'obligation et potentiellement même à une amende de, je peux dire de bêtises, mais je crois que c'est 450 €, des choses comme ça, et fait en sorte que le jeune revienne à l'école et que tout se passe bien. Et quand bien même ça serait efficace, et c'est parce que donc sur la question de l'absence du jeune à l'école, gérer les absences, les suivre, alerter, lever des drapeaux quand il y a des situations complexes, on sait faire. Hein, il y a des services de vie scolaire qui font ça très bien. On a des outils aujourd'hui qui sont bien plus performants que le petit mot que le prof mettait en dessous de sa porte, hein, ramassé par le surveillant. Enfin bon, aujourd'hui, vous le savez sans doute, hein, on utilise des outils informatiques qui en temps réel permettent de savoir si l'élève est en classe et pas en classe. Et même si on le souhaite, selon comment l'organisation de l'établissement a été pensée, on peut même envoyer un SMS automatique aux parents qui l'informe de l'absence de son enfant au collège en particulier. Hein, voilà. Donc ça, c'est performant. On est performant là-dessus. Ce qui est plus compliqué, et à mon sens, c'est ce qui peut passer un peu sous les radars, c'est l'élève qui est présent au collège, mais qui est quand même en voie de décrochage. Alors, et sur ce profil-là, je vois deux catégories. Ben, l'élève qui est en voie de décrochage parce qu'il vient là, mais il n'apprend rien. Hein, et il va casser les pieds à tout le monde. Hein, il va casser les pieds à tout le monde. Il va perturber le cours, il va se chamailler, ou se battre avec les copains, faire des dégradations volontaires sur le matériel qui lui est gonflé. Enfin, voilà. Il va faire en sorte qu'on le remarque, avoir un comportement qui n'est pas tolérable dans un établissement scolaire. Bon, lui, en général, on finit par lui tomber dessus. Et puis, quand on fait un bilan de la situation, bah forcément, on regarde ses résultats scolaires, on demande à l'équipe pédagogique de s'exprimer sur la situation. Et si on prend le temps de faire les choses correctement, ben, on voit qu'il y a potentiellement une forme de décrochage scolaire. Et puis après, il y a l'autre catégorie. Hein, c'est celui qui est là, qui fait rien, mais qui dit rien. Il n'embête personne. Absence, bah, on n'y voit rien. Hein. Conseil de classe, on dit oh là là, les résultats scolaires. Mais bon, les résultats ne sont pas là, quoi. Mais en même temps, si personne se saisit de la situation, ben il n'y a pas de, il va pas mettre la pression sur les acteurs, hein, enseignants, professeurs principaux, vie scolaire et au bout de la chaîne chef d'établissement, pour finalement se saisir d'une situation d'un élève qui ne va pas. Sauf, et c'est parfois un peu tardif, quand on arrive sur les échéances, hein, à savoir, par exemple, l'échéance de l'orientation. Hein, typiquement classe de 3e.
où là, le professeur principal va se dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ce jeune-là, hein? Ça fait des années qu'il a des résultats au ras des pâquerettes, il veut rien faire, il n'exprime aucune envie, aucun projet. De toute façon, avec ses résultats scolaires, il va être pris nulle part. Euh, et donc là, en général, ça remue assez vite. Bon, parfois, on est un peu dans une impasse quand même. Mais je vous ai dressé un tableau à gros traits. Hein, donc, je vous invite à penser à mon propos d'introduction, hein, où je vous fais un schéma un peu caricatural des situations, mais pour que vous ayez des repères. Voilà, hein. Bien sûr que chaque élève est un individu à part entière, particulier, et qui mérite d'être regardé comme tel, hein, et que toutes les situations sont complexes. Et peut-être j'aurais pu commencer par ça en introduction. Si on avait des recettes toutes faites qui marchaient à tous les coups, il n'y aurait pas de sujet, quoi. Hein, s'il suffisait de le détecter, le décrochage scolaire, parce que c'est notre sujet, hein, détection et prévention, s'il suffisait de ça, on s'en sortirait pas si mal. Malheureusement, hein, et c'est peut-être qu'est-ce que j'ai? Non, j'ai encore deux choses à dire. Donc l'avant-dernière, c'est que malheureusement, le constat qu'on fait, c'est que parfois, on a bien travaillé, dire que même l'élève qui fait rien, qui embête personne, qui est un peu comme ça discret en classe, parce que les enseignants, vous savez, ils gèrent un grand groupe. Hein. Moi encore, je suis en éducation prioritaire là cette année, donc on a des groupes restreints parce que l'État met les moyens, parce que pour ces jeunes-là, où l'école est le levier pour changer de conditions. Hein. Mais bien souvent, les classes, elles sont quand même bien chargées, quoi. Et donc, quand un enseignant a 30 élèves en collège ou 35 en lycée devant lui, si on a un qui dans un coin qui dit rien, il passe inaperçu. Hein. C'est un élève sur 30, c'est 3%. Hein. Donc il a tendance à passer inaperçu, quoi. Et donc même quand l'enseignant l'a vu et qu'on a bien travaillé, nous les acteurs de l'éducation nationale, et potentiellement avec les partenaires internes ou externes que j'ai évoqués tout à l'heure, il y a quelque chose qui est déterminant, c'est la place des parents, de la famille au sens large, des parents. Parce que si on ne peut pas s'appuyer sur les parents, on est vite sans solution, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'un élève, et je vous l'ai évoqué tout à l'heure, hein, un élève qui, même quand il ne vient pas à l'école, quand les parents reçoivent le courrier, s'il n'ouvre pas le courrier, hein, si ils reçoivent encore recommandé, hein, s'ils ne vont pas chercher le recommandé, s'ils l'ouvrent pas, ou s'ils le lisent pas, ou s'ils le lisent et qu'ils ne comprennent pas, ou s'ils le lisent, ils le comprennent mais ils décident de ne pas en tenir compte, on est vite en bout de course, quoi. Hein, on est vite en bout de course et rapidement, nos leviers se rabougrissent, hein, et donc on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup de puissance d'action. Et ce sont dans les deux extrêmes des situations dans lesquelles on peut parfois avoir le sentiment d'impuissance. Hein. Et dernier point que je voulais, mais je l'ai déjà un peu abordé, dernier point que je voulais aussi sur cette question-là de décrochage, c'est qu'il y a quelque chose qui est primordial, c'est l'âge du jeune. À mon sens, hein, l'âge du jeune. Comme je vous l'ai dit, j'ai exercé en collège, j'ai exercé en lycée, hein, en lycée comme enseignant et puis aussi comme proviseur adjoint en lycée professionnel. La question de l'âge, elle va donner un angle sur le regard qu'on va porter sur la situation. Bien sûr qu'on ne regarde pas de la même façon à des situations, enfin à des situations chiffrées, hein, si on chiffre les choses. On ne regardera pas la même chose si c'est un élève de 6e ou de 5e, ou si c'est un élève de 4e ou de 3e. Et encore pareil, si c'est un élève en lycée professionnel, par exemple, qui approche, alors je sais que les textes ont un peu changé, mais pendant un temps, il y avait une certification intermédiaire là, au bout de 2 ans en lycée pro, hein, l'équivalent du BEP ou du CAP, ou qui approche du bac. Parce que, si je peux dire un gros mot, le temps à tirer avant l'échéance, c'est pas le même, quoi. Hein, dire un élève de 3e qui est en voie de décrochage, on va essayer de jouer la carte, attends un peu, on va serrer les boulons, on va t'accompagner, on va peut-être donner un peu de lest. Si vraiment l'école tu supportes pas, on va construire ensemble un projet. Mais il faut que tu tiennes jusqu'à la fin de ton collège, parce qu'après, par exemple, la voie de l'apprentissage te sera ouverte, quoi. Hein, parce que pour être apprenti, il faut avoir fini son parcours scolaire, de collège. Hein. Ou alors avoir 15 ou 16 ans, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il y a une barrière de 16 ans. Hein, voilà. Mais je ne sais pas si ça ne s'est pas baissé d'un an récemment. Enfin, voilà, des cas particuliers. Voilà. Mais
C'est ça. Hein. Mais dans tous les cas, un jeune de 14 ans qui est en troisième, ce qui est assez classique, hein, assez commun, euh, s'il n'a pas fini son parcours, s'il ne va pas jusqu'à la fin de la troisième, il ne peut pas basculer dans l'apprentissage, quoi. Il est obligé d'attendre d'avoir l'âge requis. Hein. Oui, oui, mais c'est ça. Hein. On voit, hein, quand je vous ai dit tout à l'heure que la question du décrochage a été prise au sérieux et qu'on a construit des dispositifs pour le prévenir et y répondre. Hein, donc on a fait un peu du cousu humain. Il y a autant de situations différentes, mais elles ne sont pas toujours faciles d'y répondre. Mais en tout cas, quand on est sur ces âges-là, on sait qu'on a quelques solutions dans nos manches. Quand c'est un jeune de sixième, c'est plus compliqué. Hein. Hein, un jeune de sixième qui veut plus venir, qui vient pas à l'école, ou qui vient mais qui fait rien, euh, il va falloir trouver d'autres ressorts. Celui de dire, bah, t'inquiète pas, dans 3 ans, dans 4 ans, tu pourrais être apprenti. Ça parle pas, quoi. Hein. Un jeune qui est au lycée professionnel et qui décide de tout arrêter, hein, parce que voilà, il en a marre, il veut tout plaquer, qui parfois n'a même pas le DNB, c'est aussi compliqué, quoi. Quand il est proche d'une certification intermédiaire, hein, donc niveau BEP, CAP, hein, je pense à un jeune qui prépare un bac pro, hein, 3 ans, au bout de 2 ans, il a la possibilité d'avoir une reconnaissance de son niveau scolaire. Hein. On peut jouer cette carte, quoi. Attends un peu, enfin, ça vaut la peine. Parfois, ça marche. Hein. En tout cas, parfois, ça marche. Parce que c'est le regard aussi de professionnel d'éducation nationale que je porte, hein, mais je ne crois pas que je sois démenti par les faits, en tout cas pas par les statistiques. La question du diplôme, elle est importante, hein, dans la construction au moins d'une première phase d'un parcours professionnel, enfin voilà, d'une autonomie financière, grâce aux fruits du travail, enfin voilà. Hein, on sait que euh, le fait d'avoir un diplôme est plus déterminant pour réussir à trouver de l'emploi que le niveau du diplôme qu'on détient. Voilà les 7-8 points que j'avais un peu rassemblés, hein, pour vous donner mon regard de chef d'établissement sur la question de la prévention et la détection du décrochage scolaire. Ce que j'avais prévu d'aborder avec mon collègue du dispositif relais, c'est vous expliquer par exemple comment est-ce qu'on les leviers qu'on a au sein de notre maison, hein, pour accompagner un jeune. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était parfois la partie émergée de l'iceberg. C'est que parfois, le décrochage scolaire, c'est quelquefois une réponse à une situation personnelle du jeune qui porte beaucoup, beaucoup de choses. En particulier au sein de sa famille. Ça peut être aussi au sein du quartier, ça peut être aussi au sein de l'école. Hein, mais tant que c'est au sein de l'école, quelque part, on peut agir. Quand c'est au sein de la famille, on peut... on n'est pas sans moyen d'action, au moins d'alerte, mais c'est plus compliqué. Hein. Comment on fonctionne avec le dispositif relais? Alors, le dispositif relais, ils sont implantés donc géographiquement. Il y en a à Vannes, donc à Jules Simon, hein. Il y en a à Pontivy et un à Lorient. Pour un jeune, donc sous obligation scolaire, qui est en voie de décrochage, avec toutes les facettes que ça peut prendre, que je vous ai évoquées tout à l'heure, on décide d'avoir l'appui, le relais, hein, d'un dispositif qui est composé d'un enseignant spécialisé. Et aussi, je ne vais pas dire de bêtises, M. Javel l'aurait dit ça mieux que moi, avec la présence aussi d'un éducateur de la PJJ. Et selon les dispositifs, la présence au moins sur un temps de la semaine d'un assistant d'éducation, un surveillant, un assistant d'éducation. Et ce dispositif, donc, il s'appuie sur 3 personnes. Il va travailler non plus principalement sur les compétences disciplinaires, en français, maths, anglais et tout, mais quand même ils le font, mais surtout sur les compétences, est-ce que le jeune il est à l'heure, dans quel état d'esprit il est-ce qu'il a mené ses affaires, est-ce qu'il est prêt à travailler, à collaborer avec un camarade, est-ce qu'il est capable de rendre un travail, peu importe sa difficulté, sa teneur, mais de se fixer une échéance. Et ils travaillent avec donc des groupes relativement restreints, hein, et ils construisent comme ça. Donc, comme je l'ai dit, c'est un dispositif relais. Donc l'idée, c'est pas de scolariser un jeune pendant une année scolaire au sein du dispositif relais, c'est un passage. Hein. Et un passage qui peut être
la rupture, donc le retour au collège, peut être amoindri par le suivi que fait l'enseignant du dispositif relais au sein de l'établissement où le jeune est scolarisé. Un exemple, je pourrais donner autant d'exemples que de situations, mais j'en prends une un peu classique. Hein. Donc un jeune qui vient plus, hein, ou alors qui vient mais ça marche pas du tout, il fait exploser les profs. Alors, vous savez, il y a certains jeunes qui sont très très habiles pour ça. Hein. Ils sont dans un groupe, ils arrivent à trouver l'angle, et boum, tous les profs explosent comme des pop-corn. Hein. Boum, 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 les uns après les autres. Donc là, on se dit, bon, avant, il n'était pas comme ça. Là, ça fait 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois que c'est comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc, on décide pour tout le monde, pour le bien de tout le monde, du jeune, des enseignants, de ses camarades de classe. Pendant un temps, il va être pris en charge par le dispositif relais. Alors, quand je dis on décide, c'est qu'il y a une commission quand même. On croise les regards sur ces commissions-là avant de décider de faire appel à quelque chose comme ça. Et bien sûr, ça ne peut pas se faire si ni le jeune ni ses parents ne sont d'accord. Hein. Ça se fait bien sûr en accord avec la famille. Et pendant un temps, ça peut être typiquement de période à période. Hein, donc c'est entre 2 vacances scolaires. Donc ça fait 6 semaines, hein, en gros, format 6, 7, 8 semaines selon les cas. On va dire sur un format de 6 semaines. Et bien le jeune, il va être... la pression scolaire va descendre d'un coup parce qu'il va faire un peu moins d'heures. Nettement moins d'heures d'ailleurs que ce que impose la scolarité en collège. Mais par contre, les heures où il va être présent, il ne va pas pouvoir se cacher. Parce qu'ils sont peu nombreux et il y a une équipe autour d'eux et qui connaît aussi les stratégies d'évitement mises en œuvre par les jeunes de ce profil-là. Et donc pendant ce temps-là, ils vont pouvoir vraiment rentrer dans le dur de ces compétences-là qui sont essentielles pour pouvoir intégrer une classe, c'est-à-dire ce qu'on appelle un peu, c'est le mot valise un peu là, les compétences psychosociales, hein, mais bon, c'est la capacité de se comporter dans un groupe, d'être à l'heure, d'avoir ses affaires, d'être respectueux des uns et des autres, respectueux des matériels mis à disposition, s'adresser correctement, et puis en plus, s'il peut se mettre en route et en dynamique d'apprentissage, on aura fait du très bon travail. Alors, ce qui est parfois dur, c'est là où des fois, il y a quelques années, on avait quand même assez de difficultés, c'était que le jeune, il partait 6 semaines au dispositif relais, comme je vous ai dit, ça faisait souffler tout le monde, le jeune était content, les profs étaient soulagés, et les camarades de classe, finalement, la vie de la classe reprenait un cours normal, il n'y avait plus d'éclat, et donc finalement tout le monde était content. Ce qui était compliqué à réussir, c'était le retour. Hein. Parce que le jeune, lui, ça lui convenait bien des fois, hein, par exemple, pas avoir cours le mercredi, parce que le dispositif relais, il ne fonctionne pas le mercredi, d'avoir des horaires un peu plus resserrés, d'avoir des moments où, parce que pour travailler certaines compétences, il y a des activités qui peuvent être sympas, par exemple autour de chevaux ou des choses comme ça. C'est vrai qu'on fait rarement au collège quand même, ou de façon ponctuelle. Hein. Et parfois le retour, c'était plus compliqué qu'avant. Parce que le jeune, il faisait tout pour y retourner, de façon consciente ou inconsciente, hein, mais en tout cas, on a l'impression qu'il faisait tout pour retourner au dispositif relais. Donc aujourd'hui, on a appris, hein, et ce qu'on arrive à faire, c'est un suivi de l'enseignant du dispositif relais pour qu'il fasse le pont et qu'il vienne au collège sur des temps formalisés à l'avance pour avoir un échange avec le jeune, comment ça passe, son retour en classe, hein, et puis aussi un échange avec l'équipe. Et ça, globalement, ça marche plutôt bien. Hein, ça marche plutôt bien. Alors, je ne vais pas vous dire que le monde est rose et qu'on a réussi à résoudre toutes les situations de décrochage scolaire. J'en ai actuellement quelques-unes qui me préoccupent. Hein. Mais en tout cas, sur l'efficacité de la mission qui relève du dispositif relais, je crois qu'on a pas mal progressé. Au lycée, alors sans doute, comme on est fortiche pour faire changer les textes, hein, moi j'étais au lycée professionnel de 2012 à 2017, donc ça commence à dater un petit peu. Les choses ont sans doute changé, mais on travaille un peu de la même façon avec la MELDS, hein, qui travaille plus aussi que c'est pas du tout l'objectif du dispositif relais, mais comme les jeunes sont plus grands, hein, ils sont plus sous obligation scolaire, ils sont au lycée. Ils travaillent aussi sur la construction d'un projet. Hein, et aussi des stages en entreprise ou en lycée professionnel pour faire adhérer le jeune à un projet réalisable. C'est ça aussi, j'aurais peut-être dû vous le dire d'entrée de jeu, c'est que parfois, la difficulté du décrochage scolaire, c'est que de par leur parcours de vie,
souvent cabossés ou au moins chaotiques, on se retrouve avec des jeunes qui ne sont plus en mesure de, je vais dire un gros mot, hein, mais de suivre scolairement. C'est-à-dire, on les met en classe, mais ce que raconte l'enseignant, ils n'arrivent pas à accrocher, quoi. Parce que c'est la conséquence de plein de choses d'avant, quoi, hein. Je ne porte pas de jugement là-dessus. Mais ils n'arrivent pas à accrocher. Le contenu, alors soit parce que ils ont un brouillard cognitif, hein, devant les yeux. Enfin, selon l'ambiance familiale et la nuit qu'on a passée, c'est pas facile de se concentrer à 8h15 le matin sur un cours d'histoire géo ou un cours de maths. Hein, vous voyez, enfin, parfois il y a des ambiances de famille où je vous fais pas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, hein, mais hein, les violences intrafamiliales, ça vous parle, je pense. Hein, donc hein, voilà. Donc quand je vous parlais que le décrochage scolaire, c'était parfois une partie, seulement la partie visible de nous, éducation nationale, pour des situations de jeunes et de familles, ben, parfois c'est ça, quoi. Donc un enfant qui pendant toutes ces années de primaire a grandi dans un contexte familial dégradé, en tout cas qui n'est pas favorisant pour son parcours, ses apprentissages scolaires, il arrive à un moment où il est un peu à bout de course, quoi. Ou en tout cas, la préadolescence venant, bah, il décide de, je laisse tomber. De toute façon, c'est pas pour moi. Leur monde, c'est pas le mien. Et ce qui est compliqué, je vous parlais tout à l'heure de notre capacité, on est très fort pour gérer des groupes hétérogènes, mais quand même avec un semblant d'homogénéité. Mais un jeune qui refuse l'apprentissage, parce que de toute façon, il est tellement éloigné, ben, pour l'enseignant, c'est le mettre dans une situation qui est complètement, enfin, qui est difficilement surmontable. Hein, surtout avec un groupe plus groupe et nombreux, plus c'est compliqué. Et donc, il faut réussir à faire comprendre, peut-être aux enseignants, hein, à l'élève, à sa famille, qu'il y a un moment, le contenu purement disciplinaire, scolaire, peut-être on va s'y soustraire, quoi. Hein, c'est pas si grave que ça. Hein, on peut réussir sa vie, mais il y a 2-3 éléments sur lesquels on peut pas lâcher, parce que on les entend souvent, hein, lire, écrire, compter, hein, dire au moins un minimum. Si on ne sait pas faire ça, c'est sûr que ça va être compliqué d'avoir n'importe quel emploi. Mais on n'est pas obligé d'avoir des notes qui sont dans le haut du spectre, dans l'ensemble des disciplines, pour réussir sa vie et devenir un citoyen intégré. Voilà. Ça a l'air d'une banalité ce que je vous dis, mais vous allez en salle des profs pour dire des choses comme ça, c'est à l'opposé de leur conception de ce qu'est leur mission, quoi. Hein. Vous dites ça à des parents qui parfois ne regardent que le résultat chiffré sur le bulletin, ils ont du mal à comprendre ce que vous leur dites, quoi. Hein, parce qu'on n'est pas, notre système, il a pendant longtemps, il n'a pensé que par ça, quoi. Hein, et pendant longtemps, il n'a pas regardé à la casse, quoi. C'était bon, c'est pas grave, on allait faire sortir de toute façon ceux qui devaient sortir par le haut du système, et les autres trouveraient bien du boulot, quoi. Enfin, je vous fais encore des choses à gros traits, hein. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus possible, hein, parce que même pour un boulot n'importe lequel, il y a un minimum de choses quand même à savoir, un minimum de qualifications à obtenir. Voilà. Bien. J'ai beaucoup parlé, mais j'ai parlé pour mon collègue absent, hein, donc je ne sais pas quelle heure il est. On est pas mal. Hein. Je suis prêt à essayer de répondre le plus intelligemment possible aux questions que vous allez pouvoir poser. Alors, il y a un micro, je crois. Voilà. Oui, justement, est-ce que vous avez quelques outils on parle de levier, détection, on voit voilà, les constats que vous faites sur ces jeunes-là. Et éventuellement, est-ce que vous avez pensé, ou vous avez des outils au sein de, voilà, pour les professeurs, Ouais. vous les avez formés à la détection, mais peut-être les former à des solutions, ouais. mais avec des outils. Est-ce que vous avez imaginé ou pensé à des outils qui marchent ? Alors, au niveau de la détection, bon, je vous dis, les outils tout simples, tout bêtes, mais qu'il faut quand même faire vivre, hein, c'est est-ce que le jeune est présent ou est-ce qu'il n'est pas présent. Alors ça, en général, on y arrive parce que, je vous dis, un truc tout bête, c'est que la responsabilité du chef d'établissement, elle est engagée, quoi. Hein, si les parents pensent que l'élève est au collège et que nous, on pense qu'il est à la famille et que pendant ce temps-là, l'élève est en train de faire les 400 coups dans le quartier,
Voilà. Hein. Bon, ça, en général, avec la gendarmerie ou la police, les échanges entre institutions, ça marche assez bien. Mais en tout cas, ce qu'on veut éviter, c'est que ce soit là que ça finisse, quoi. Hein. Donc, la question de la responsabilité, enfin moi, en tout cas, en tant que chef, je suis assez vigilant là-dessus, parce que dans l'idée des parents, si on les appelle pas pour dire qu'il est absent, c'est qu'il est là, quoi. Hein. Et donc, ma responsabilité est engagée. Donc, en général, les services de vie scolaire qui sont en charge de ça, et les enseignants qui sont en première ligne, parce que c'est eux qui font l'appel, on est assez efficace. Donc ça fonctionne. Mais les outils qui sont plus subtils, on va dire, moi ce que je mets en place, enfin je dis moi, mais c'est très largement répandu dans les établissements scolaires, c'est des réunions toujours de période à période, donc en gros tous les 6 semaines, où on va mettre autour de la table les acteurs qui sont capables d'identifier des signaux faibles. C'est ça qui nous intéresse. Hein. Donc, la vie scolaire, l'assistante sociale, l'infirmière scolaire. Éventuellement, quand il est identifié et que ce n'est pas le CPE, un référent décrochage scolaire. Hein. Dans les établissements, on a un référent décrochage scolaire. Bon, moi, souvent, je sollicite le conseiller principal d'éducation pour remplir ce rôle, mais ça peut être un enseignant. Et puis, bien sûr, la direction d'établissement. Il peut y avoir aussi d'autres personnes présentes autour de la table, mais déjà, ça fait une belle équipe. Si on a un chef et un adjoint, on est déjà 6. Et puis, l'idée, c'est de balayer les situations qui nous préoccupent, les uns et les autres. Et parfois, en tissant les traits, on voit que ça fait créer une zone hein, où vraiment il y a vraiment une situation. Si vous voulez, un élève qui est casse-pied à la vie scolaire, peut-être simplement c'est un ado un peu vif, quoi. Hein. Et puis ça va se caler. Hein. Ou peut-être il veut faire le beau devant ses copines et puis il pense que c'est en faisant comme ça qu'il va attirer l'attention. Mais si en plus il vient régulièrement à l'infirmerie, si en plus, par le réseau des assistantes sociales, il y a quelques infos qui pourraient essentiellement sont remontées, ou que l'assistante sociale scolaire ait quelques infos, ça commence à faire, vous voyez, un spectre, là, on se dit, hop là il y a une situation, il faut qu'on voit. D'accord ? Ensuite, la réponse, elle est à calibrer en fonction de l'évaluation qu'on en fait. Et puis, le plus souvent, moi, comment je fonctionne, c'est que on missionne un du groupe pour suivre la situation, une action qui est mise en œuvre, et puis comme on se voit toutes les 6 semaines, 6 semaines après, on voit où on en est. Quoi. Des fois, il y a des situations qui s'évaporent d'elles-mêmes, parce que peut-être on s'est trompé, ou peut-être par le simple premier niveau d'action qu'on a décidé a suffi pour recaler les choses. Parfois, on a des situations qui évoluent sur la durée, pas toujours dans le bon sens. Quoi. Hein. Mais en tout cas, ça nous permet d'avoir une situation comme ça qu'on suit. Quand vraiment il y a un vrai sujet, on a d'autres types de réunions. Hein, donc moi j'appelle ça une cellule de veille. Je ne sais pas si c'est le terme officiel, mais j'appelle ça comme ça. Et après on fait des commissions éducatives. Quoi. C'est-à-dire qu'on réunit une réunion où il y a un peu plus de monde, et notamment les enseignants sont représentés. Hein, le professeur principal, il peut y avoir un enseignant choisi par l'équipe pour siéger dans ce type d'instance. Et surtout, on invite, oui, moi je dis on invite. Hein, les parents vivent ça comme une convocation, mais on invite les parents à être présents et avec le jeune, et on fait un état des lieux. Quoi. On fait un état des lieux, on exprime de façon explicite ce qui nous préoccupe. Parce que parfois, on fonctionne un peu avec du non-dit. Moi, je suis assez vigilant à ça. C'est-à-dire que on décrit la situation, mais on dit que le contour, quoi. On dit pas le nœud qui nous embête, quoi. Et donc, là, il faut y aller, quoi. Hein, si on pense qu'il y a des problèmes au sein de la famille, il ne faut pas hésiter à appuyer dessus, quoi. Hein, pour voir s'il y a quelque chose si ça provoque quelque chose. Quoi. Hein. Si on pense qu'il y a des problèmes à l'extérieur, de temps en temps, le jeune, il y a quelques comptes à rendre auprès des forces de sécurité locales, on le dit aussi, quoi. Hein. Parce que ça, nous, c'est les camarades de classe qui nous le disent. Hein. Samedi, il est parti avec la police. Quoi. Hein. Alors bien sûr, c'est pas écrit dans le dossier, mais on le sait quand même. Quoi. Hein. Justement, si c'est pas écrit dans le dossier, sur la question des outils, est-ce que vous avez des outils systématiques ? Parce que quand je vous écoute, là, j'ai l'impression, est-ce qu'on dépense pas un peu d'un CPE qui en récréation le remarque ou le note ? Comment il va le noter ? Est-ce que pour tous les élèves, vous avez quelque part une colonne
et puis d'autres colonnes avec tous les signaux faibles, Oui. des croix de cocher, et puis à un moment donné... Je vois bien ce que vous voulez dire. Voilà. Et est-ce que vous avez un relevé des signaux faibles? Est-ce qu'au niveau de l'éducation nationale, la question que je me pose, moi, en termes de prévention, c'est est-ce qu'il y a un protocole qui est le même pour tous les établissements, ou est-ce qu'on dépend finalement du chef d'établissement et de l'équipe éducative? Parce qu'on pourrait se dire que, après tout, aujourd'hui, on pourrait, tous ces signaux faibles, ils doivent être les mêmes à peu près, quel que soit le lieu, en tout cas, leur étymologie, en tout cas, voilà. Je vois ce que vous voulez dire. Alors, des protocoles, je suis certain qu'il y en a plein. Hein. Après, la question, c'est toujours pareil. Il faut des gens pour les faire vivre, quoi. Vous pouvez écrire tous les protocoles que vous voulez. Je vous ai promis une parole assez directe. Vous pouvez écrire tous les protocoles que vous voulez. Si les tâches terrain, les gens ils les ont rangés dans un tiroir et ils les font pas vivre. Donc, au niveau des outils, on a des outils. Je vous ai parlé d'outils informatiques tout à l'heure. Moi, j'ai connu quand j'ai commencé à enseigner le billet d'absence qu'on mettait dans la boîte aux lettres à côté de la porte d'entrée. Et puis, on ne savait pas trop ce que ça devenait. Et vu l'état défoncé de certaines boîtes aux lettres qui étaient dans le couloir où j'avais ma salle, je pense qu'il y a plein de billets qui s'évaporaient, quoi. Donc rien que le relevé des absences, c'était quelque chose qui ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, je veux dire, est-ce que vous avez, par exemple, dit à un CPE sur une récréation s'il crée des problèmes, est-ce qu'il vous le signale? Est-ce qu'il a l'obligation de vous le signaler au deuxième, au troisième fois? Oui. Ou est-ce qu'on dépend exclusivement d'une appréciation subjective? De toute façon, sans vouloir casser un mythe, de toute façon, l'appréciation, elle sera subjective. Voilà. De toute façon, même l'évaluation du prof de maths de sa copie d'élève, elle est aussi empreinte de subjectivité. Donc, de toute façon, sur cette question-là, c'est clair, ça sera le cas. Par contre, c'est évident qu'on a des outils. Déjà, on travaille en proximité. Moi, le bureau du CPE, il est à 20 mètres de mon bureau. Mais au-delà de ça, on a des outils de suivi qui sont performants. On a des, je ne suis pas là pour vendre un logiciel, mais je crois que maintenant il y a des fonds publics dedans, donc je peux en parler peut-être un peu plus. C'est le logiciel Pronote, qui est développé par Index Éducation, qui permet non seulement de relever les absences, mais aussi tous ces signaux faibles. Et on a des registres, on peut choisir qui a accès à ces informations-là. Mais justement, on va. Pardon ? Oui, tout à fait. Excusez-moi, je me présente. Je suis Jean-Luc Marconi, de la Maison de protection des familles du Morbihan. Lorsque vous évoquiez le fait d'avoir une fiche avec le nom d'un élève, des cases à remplir, ces choses-là sont proscrites et interdites par la CNIL. On a été les premiers à en faire les frais dans les brigades de gendarmerie où on avait ce genre de fichier, où on recensait des petites informations. Chien qui part régulièrement en divagation. Le problème, c'est que ça restait subjectif. Et suivant la personne qui lisait la fiche en question, on pouvait interpréter des choses différentes. Et parfois, il y avait des choses discriminantes qui étaient mises dedans, voire même des renseignements qui n'avaient pas à être connus de l'ensemble des collègues. Et dans un établissement scolaire, vous ne pouvez pas faire part de ce genre de choses. Et en fait, le petit élément sur lequel je rejoins tout à fait, au niveau du travail, ça peut paraître bizarre de parler de corrélation entre un établissement scolaire et l'action de la gendarmerie et de la police, c'est le facteur humain. Effectivement, se dire qu'on s'en remet uniquement à la vie scolaire, à des enseignants, on se dit, mais on est en train de mettre un critère humain là-dedans. Oui, mais c'est l'échange. C'est l'échange, c'est le partage avec ces mêmes personnes. C'est le fait de savoir qu'on pourra parler de la même manière à son CPE qu'au prof de maths, au prof de physique et qu'au directeur pour parler de la situation d'un enfant qui permettra d'accompagner mieux. Et en fait, c'est pas un tableau avec une case à cocher en disant ce jour-là une insulte, ce jour-là une absence. Ah, là, il y a un signal faible. Il y a des signaux faibles chez certaines jeunes filles, et je dis jeunes filles parce qu'on a eu un cas particulier il y a quelques jours, où on n'a pas forcément des choses qui sont hyper évidentes, qui sont claires. Et du jour au lendemain, on découvre une situation. C'est ce qui nous arrive quand on intervient dans certaines familles. On nous pose un problème et là, on découvre. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. On va voir la famille. Il y a des problèmes à l'école en ce moment? Non, aucun. Puis en fait, quand on s'adresse à l'école, on apprend que l'enfant, ça fait une semaine qu'il n'est pas là. Et effectivement, les parents n'ouvrent pas les courriers, n'ont pas regardé, n'ont pas eu le temps. Voilà. On se rend compte que parfois, c'est des jeunes qui ne posent pas de problème, mais qui, depuis un an, ont complètement tout lâché. Alors, il y a quelques années, on aurait pu vous dire que c'était une raison liée à des produits stupéfiants, des choses en fonction de certains âges et certains endroits. La chose que nous, on remarque très souvent maintenant, c'est qu'il y a une déconnexion par rapport à la réalité, ou du moins une envie d'eux, notamment par rapport aux usages des réseaux numériques et ce qui leur est présenté.
des jeunes qui ne voient plus du tout l'utilité d'aller à l'école ou qui sont là parce qu'il faut y être, alors que ça reste le seul refuge qu'ils aient. Quand la maison n'est pas sûre, c'est bête à dire, mais le seul endroit où nos enfants sont le mieux, c'est à l'école et pas ailleurs. C'est aussi pour ça que maintenant, vous ne verrez pas des policiers, des gendarmes, sauf cas d'urgence, arriver en uniforme, débouler dans un établissement. Ça se fera toujours d'une manière très très discrète et toujours dans le principe de la sauvegarde des enfants. Mais les usages numériques qui sont faits par les jeunes maintenant les conduisent de plus en plus à prendre pour argent comptant ce qu'ils voient devant eux et se dire finalement je suis là pour rien, pourquoi, comment. Et quand on mesure le temps passé sur Internet, que ce soit en soirée, on fait vite une corrélation entre le décrochage scolaire et le fait qu'ils soient toujours accrochés sur leur smartphone à regarder tout et n'importe quoi et prendre pour argent comptant ce qu'ils voient devant eux comme une vraie réalité. Alors, attends, 2 secondes. Juste, on ne peut pas non plus tout mettre sur le dos de l'éducation nationale. Parce que moi, je pense que les parents, ils ont une part de responsabilité très grande. Notamment quand tu parlais, on y reviendra tout à l'heure avec Gaël. Je pense que les parents ont une grande part de responsabilité également. Moi, je parcours tous les collèges et lycées du Morbihan. Dieu sait qu'il y en a. Et force est de constater que beaucoup d'élèves, notamment en 6e, ont leur smartphone avec eux la nuit, le soir. Alors, des fois, ça leur sert de réveil. Moi, je veux bien. Alors, souvent, je leur dis, écoutez, achetez-vous un réveil. Voilà, donc forcément, ce que tu viens de dire est très intéressant parce qu'effectivement, comme ils sont tous branchés sur les réseaux sociaux, avec les notifications, on sait le processus, notamment de la dopamine, la récompense. Je ne vais pas expliquer tout le processus et le mécanisme des réseaux sociaux, mais forcément, lorsque le gamin reçoit une notification à 23h30, à minuit et demi, il est forcément réveillé et puis le lendemain, il n'arrive pas forcément très frais au collège. Et puis le cours de maths, comme vous le disiez tout à l'heure, à 8h, il n'est pas forcément, il a le brouillard complètement en face des yeux. Et puis ça peut être aussi une des raisons. Donc les parents ont aussi, je pense, une grande part de responsabilité dans ce décrochage. À un moment donné, le téléphone, il reste dans la table de nuit où il est éteint. Et puis voilà, quoi. Alors, juste le temps que le micro soit mis en route, je vais en profiter pour intervenir là-dessus. Dans l'unité où on est affecté avec Anthony, on prend le temps également d'essayer de former des collègues sur tout le département à l'accueil des victimes. Et on fait part à nos collègues de nouvelles études qui ont été faites qui permettent de déterminer que même intra-utérin, des actions de violence intrafamiliale ont des conséquences sur des enfants qu'on retrouve plus tard, que ce soit du TDAH, et sans parler de maladies, même des comportements asociaux et pas mal de choses. Et en fait, effectivement, le contexte familial est absolument primordial. Bizarrement, des enfants qui suivent à l'école, vous aurez rarement des parents défaillants derrière. Voilà. Par contre, dans 90% des cas, quand des enfants ne suivent pas à l'école, c'est qu'à la maison, il y a quelque chose qui ne va pas. Et de ce côté-là, la police, tout comme la gendarmerie, se sont dotés d'intervenantes sociales qui peuvent intervenir sur toutes ces situations où nous, pénalement parlant, on ne pouvait pas apporter de réponse. Alors quand je dis qu'on apporte des réponses, en fait c'est faux, c'est le procureur de la République qui le fait, nous on est des intermédiaires de justice, on ne fait que rapporter, identifier ce qui s'est passé et essayer d'en reconnaître les auteurs, mais on avait pendant de nombreuses années eu des situations assez équivoques où voilà, il n'y avait pas de procédure entamée, il n'y avait pas clairement d'infraction, il n'y en avait même pas du tout, et on n'avait pas de réponse à apporter. Et dans toutes les unités, on avait des collègues qui avaient cette fibre sociale qui n'était pas forcément là. Vous savez, une unité de police ou de gendarmerie, c'est pas forcément que des gars qui sont super bons, c'est plutôt le groupe ensemble qui arrive à faire quelque chose. Un petit peu comme dans un établissement scolaire, en fait. Chacun apporte sa patte à l'ouvrage. Et là, on s'est doté de personnes dont c'est le métier, justement, d'accompagner ces personnes-là et qui doivent très, très régulièrement intervenir en faveur de mineurs qui sont dans ce genre de situation. Je vous le dis, pour l'ensemble des enfants que vous pouvez suivre, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait solliciter. Ne vous imaginez pas qu'en venant dans un commissariat de police ou une gendarmerie, vous allez forcément repartir avec obligatoirement un dépôt de plainte, une audition. Nos portes sont ouvertes et elles ne sont pas ouvertes que pour des dépôts de plainte. Elles sont ouvertes également pour des prises de renseignements.
Et normalement, si on ne peut pas vous renseigner, si on ne peut pas vous rendre service sur l'instant, on doit pouvoir à défaut vous répondre sur l'endroit où vous pourrez trouver des réponses. Je vois qu'il y a des personnels du CIDFF qui sont là avec nous. Ça nous est déjà arrivé, nous, dans notre unité, d'être confrontés à des situations qui n'étaient pas des violences intrafamiliales, qui, pénalement parlant, n'auraient rien donné auprès du parquet. Des situations assez équivoques. Et puis une personne pour laquelle on commence à en parler, elle nous dit, voilà, moi ça fait 30 ans que je suis marié, je me retrouve plus dans mon mariage, mes enfants, je sens que puis il y a déjà des problèmes, il y a telle et telle chose. Et voilà, on fait. La gendarmerie ne sait pas faire les divorces, ça fait pas encore partie de nos missions. Par contre, accompagner les personnes, ça en fait partie. Et je me rappelle être venu lui avoir montré le chemin, être venu quasiment à pied jusque chez vous pour lui montrer le chemin, lui indiquer où c'était. Voilà. Comme le disait monsieur le directeur, il y a des loupés parfois. On n'est pas parfait tout le temps. Chez nous, c'est pareil. Je ne vous dis pas qu'on arrivera à être parfait, mais à des fois, on essaiera de le faire. Et on mettra la bonne volonté à essayer d'y arriver. Pour les questions, ce que je vais demander, c'est que vous veniez au premier rang. Comme ça, on va pouvoir passer le micro. Donc bonjour à tous, moi je suis donc adjoint en gendarmerie, mais par rapport à mes camarades qui sont au groupement, moi je suis sur une unité de terrain, là où ils étaient avant, il y a peu de temps. Donc moi je suis content que vous soyez au Bois du Château, très beau collège, puisque je l'ai connu. J'y suis pas allé, mais je l'ai connu. Là vous avez parlé d'une chose intéressante, c'est l'absentéisme présentiel. Chose qui n'a pas été abordée ce matin, je voulais poser la question, et en fait l'éducation nationale là-dessus occulte carrément cet absentéisme, puisqu'il ne rentre pas dans les chiffres. Donc quand on dit cocorico, oui, on fait un certain nombre de chiffres, mais si on fait les chiffres au global, puisque moi mon origine c'est électronicien, donc les maths, donc on fait dire ce que l'on veut, donc à une porte, un 0 ou un 1. Bref. Là-dessus, c'est intéressant parce que cet absentéisme présentiel, ce décrochage, là, depuis tout à l'heure, on parle des familles. Mais le système, tout système est faillible. On remarque aussi que des enfants, notamment comme on le sait, qui sont peut-être en avance, s'ennuient en cours. Et ce n'est pas adapté quand on s'y intéresse pas, en fait, parce qu'ils sont ils sont là. Et puis tant qu'on les amène jusqu'à la sortie, on ne cherche pas à comprendre parce qu'on a sorti 1. Tout ce qu'on veut, c'est pas sortir moins 1. Donc on sort 1. Donc on est content parce qu'on a fait une barrette. Donc déjà, ça d'une part. D'autre part, quand vous évoquiez aussi un problème par rapport au signalement, la visco, etc., puisque j'ai une partie de ma famille ouvrière, une partie de ma famille dans l'éducation nationale, donc c'est un peu les deux en fait. Le problème, et c'est, on le dit, par rapport au CPE, en fait, c'est l'équipe qui travaille, comme le disent mes camarades, c'est une équipe qui travaille en fait. Si à la tête ou si en dessous, en fait, personne ne travaille, les signalements ne seront pas faits. Donc le décrochage peut se faire tranquillement, doucement, sans qu'on le remarque. Et en fait, quand on s'en aperçoit, il est peut-être un peu trop tard. Donc en fait, le décrochage, c'est un ensemble, parce qu'à chaque fois on dit c'est la famille, mais ça peut être le système aussi. Donc en fait, c'est bien une défaillance du système, là où on regarde le système parental, le système éducatif, etc. Moi, ce que je veux, l'exemple pour moi, c'est le permis à 16 ans. On a mis la majorité à 18 ans, on pense peut-être la remettre à 21 ans comme à une époque, c'est ce qui a été dit à une époque, et d'un autre côté, dichotomie, puisqu'on dit on veut rendre les jeunes plus matures et mettre un permis à 16 ans. Mais quand il y a un décrochage scolaire, et quand on donne un permis et on sait très bien où ça va, ou beaucoup d'échecs, donc pas de permis, conduite sans permis. Donc ma question est, le décrochage scolaire, qu'est-ce que c'est au jour d'aujourd'hui, enfin pardon, c'est pas français, à ce jour, pardon, qu'est-ce que c'est dans notre système éducatif, familial, etc. J'ai l'impression qu'on reboucle la boucle. Hein. Oui, non, mais moi, je veux rebondir sur deux, trois éléments que vous avez évoqués. C'est que je suis d'accord avec vous. Hein, un élève qui est particulièrement précoce et en avance par rapport aux attendus d'un niveau scolaire, il va potentiellement être en difficulté. Et il met en tout cas le système en difficulté parce qu'il n'est pas pensé pour ça. Alors maintenant, je ne voudrais pas laisser penser que
c'est une situation qui ne préoccupe personne. Hein. Bien sûr que sur ces profils-là, comme sur d'autres, comme sur les élèves souffrant de handicap ou des choses comme ça, bien sûr que tout le monde se mobilise pour pouvoir donner le meilleur. Mais ça met le système en difficulté. Ça, c'est évident. Hein. Alors, en difficulté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réponse, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dispositif pensé, mais voilà, la structure même n'est pas pensée pour ça. Pour rebondir sur ce que disait l'adjudant tout à l'heure, hein, oui, c'est vrai que nous, notre préoccupation, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits, finalement, quand on regarde la vie d'un jeune, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il va passer 8 heures par jour sans ses parents. Hein, il est sans ses parents. Il est avec ses camarades, il est avec d'autres adultes, mais il est sans ses parents. Et une des choses qu'on porte, c'est que comme c'est un endroit qui est assez unique, il y a aussi je dis pas on n'est pas les seuls, hein, il y a aussi le contexte, les clubs de sport, pour peu qu'il y soit, hein, ou les maisons de quartier, mais une des choses qu'on porte, c'est que on est des antennes, hein, on est des détecteurs de situations. Et que autant, comme je l'ai évoqué tout à l'heure en vous traçant des profils types à gros traits, certains de toute façon vont être identifiés parce qu'ils nous posent des problèmes de comportement, d'absence, et d'autres, parce qu'ils ne font pas de vagues, finalement, pourraient passer en dessous les radars. Ce que j'ai essayé de vous expliquer, que ce soit avec des outils formalisés, hein, tels que des outils numériques qui remplissent les conditions de conservation des données personnelles, mais aussi des outils structurels, organisationnels, propres aux établissements, qui mettent les gens en relation, où chacun va pouvoir porter son regard professionnel sur les situations. L'idée, c'est d'identifier ces signaux faibles pour se saisir des situations. Et certaines dépendront de l'école, certaines non. Vous le savez, hein, on est aussi d'outils, de relations ou d'obligations professionnelles d'alerter l'institution sur des situations qui sont préoccupantes ou inquiétantes, quoi. Hein. Voilà. Ou je peux peut-être vous amener le micro. Oui, bonjour. Moi, je travaille avec l'association Échange Partage Deuil Jeunesse. Et j'ai été longtemps enseignante ainsi que chargée d'orientation professionnelle. J'avais une question par rapport à... Donc, en tant qu'enseignante, je me suis souvent posé cette question du signalement. Comment ne pas être stigmatisé quand on est enseignant et qu'on vient... ça m'est arrivé, donc de venir auprès d'un chef d'établissement à 2 reprises et de signaler un certain nombre de difficultés, ce qu'on appelle des problèmes périphériques, hein, de comportement chez des jeunes qui avaient pu me parler pendant la cour de récréation et me voir du coup mal jugée par le directeur comme posant problème. Et quant à ce qui peut se passer dans la salle des profs, effectivement, parfois, il arrive que d'autres professeurs disent « Oui, mais enfin, ce n'est pas notre rôle de régler ce type de problème ou d'écouter. Tu écoutes trop les élèves, tu leur parles pendant la cour de récréation, ils viennent te parler. Voilà, ils n'ont pas à nous parler. » Et réponse, ou peut-être, on va peut-être faire une chose pour gagner un petit peu de temps, c'est poser les 2 questions d'affilée, il y aura une réponse après. Oui, bonjour, Yann Courbon, Sauvegarde 56 pour le coup, sur un service de prévention spécialisé. Et donc depuis tout à l'heure, j'entends qu'effectivement, il y a des réponses au sein des collèges, au sein des établissements. On échange régulièrement avec le personnel des collèges. Et au gré de nos échanges informels, il y a aussi donc l'extérieur. L'extérieur, souvent, c'est la famille, c'est aussi des acteurs. Est-ce que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose et est-ce qu'il y aurait peut-être à expérimenter un peu? Je vais prendre l'exemple de la gendarmerie qui est là, où aujourd'hui, il y a une intervenante sociale qui est rattachée à la sauvegarde et qui travaille avec les gendarmes. Et je crois que pour l'instant, l'évaluation qu'ils en tirent, ils en sont plutôt satisfaits, il me semble. Mais là... On va le repasser. Et pour terminer, justement, donc on peut expérimenter. Est-ce qu'il ne manquerait pas, peut-être, à titre expérimental et à évaluer, ce lien entre l'intérieur et l'extérieur? Une personne, travailleur social, même s'il y a une assistante sociale, souvent à mi-temps, qui va pouvoir sortir des murs et aller sur l'extérieur, rencontrer des acteurs qui pourraient peut-être répondre à certaines demandes et aller rencontrer ces familles pour aussi travailler ce lien que la famille doit avoir et l'intérêt porté à la scolarité de son enfant, pour peut-être la faire venir. Combien de fois les familles sont absentes, voire elles ne savent pas
ce qu'il se passe. Elle n'ouvre pas tout à tisse. Il y a peut-être déjà à penser, et c'est peut-être à expérimenter, peut-être à faire remonter. Mais je me dis qu'il manque peut-être un maillon. Je pense qu'on a compris et qu'on va donner la réponse tout de suite pour les réponses aux 2 questions de manière très courte, en sachant qu'on ne fait pas nécessairement de prospective. On n'a pas nécessairement les moyens aujourd'hui de créer des systèmes qui existent. C'est plutôt de savoir qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qu'on peut faire. Bon. Alors, je vous accorde que ces moyens-là, parfois, manquent cruellement. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, parce que je peux en témoigner aujourd'hui, mais j'ai bien conscience d'être, comme je vous l'ai dit en préambule, dans un établissement qui est hors norme sur le Morbihan. Mais mon établissement, Collège de Coutalaire, dans le quartier Bois du Château, travaille en partenariat avec la présence dans nos murs, sur une grande partie de l'année, d'éducateurs de la sauvegarde 56, dans le cadre d'ateliers de remobilisation. J'ai parlé du dispositif relais, parce que c'est un dispositif éducation nationale. Mais j'ai parlé rapidement des partenaires de la sauvegarde, mais bien sûr, on a évoqué le CIDFF, on travaille aussi avec le CIDFF. Enfin, les partenaires et parfois même institutionnels. Sur la mairie de Lorient, il y a des médiateurs qui sont donc des personnels de mairie qui se déplacent dans le quartier, qui vont sonner à la porte des gens. C'est souvent cet étage-là, effectivement, qui nous met en difficulté parce qu'il ne nous appartient pas, ni même à l'assistance sociale scolaire, d'aller sonner à la porte des gens. Et comme je vous dis, que tant qu'on travaille avec la famille, on arrive à faire progresser les situations, pas forcément les résoudre, mais à les faire progresser dans le bon sens. Quand ce lien est distendu ou voire rompu, on est vite dans des impasses. Et il nous faut effectivement faire appel à des partenaires qui, eux, auront la possibilité hors les murs, de prendre le relais. Donc oui, de multiples partenaires extérieurs à l'éducation nationale qui sont aussi des relais précieux parce qu'on travaille tous dans la même direction. Et que globalement, quand même, on arrive à se parler. Enfin, c'est ce que vous avez, je crois, exprimé pour la gendarmerie et la sauvegarde 56. Enfin, moi, j'ai aucun problème avec l'ensemble des partenaires et des intervenants. Après, les partenaires, s'ils sont institutionnels d'État, en général, on les retrouve partout sur le territoire. Sinon, c'est très local. Dire que moi, les médiateurs de la mairie de Lorient, quand j'étais à Plunerette, j'en avais pas. Quand j'étais à Pontivy, ça n'existait pas non plus. D'accord ? Donc, dire qu'il appartient, c'est pour ça aussi, c'est la force des établissements scolaires, établissements publics local d'enseignement, EPLE, c'est d'avoir dans leurs prérogatives la construction de ce tissu qui s'appuie sur le terrain, parce que là où vivent les familles. Voilà. Et pour répondre à votre intervention, qui était un témoignage, moi personnellement, ce que vous avez exprimé de votre vécu, j'ai pas l'impression d'avoir vécu les mêmes choses. Moi, je fais confiance aux équipes. Enfin, il n'y a rien de pire pour un chef d'établissement que, comme vous l'avez exprimé, ce qui vous a semblé vous révolter, des enseignants qui disent « Oh, mais ça, c'est pas mon boulot. Moi, je fais des maths et ça, c'est pas mon boulot. » Donc du coup, parce que la situation de l'élève, mais c'est aussi la dégradation volontaire dans le couloir, ou les 2 élèves qui se battent, ou celui qui est par terre et les autres qui lui piquent ses bons becs. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on cherche à éviter quand on est chef, parce que quand on est le chef, il n'y en a pas beaucoup dans l'établissement. Il y en a un, puis il y a un adjoint, des fois. C'est pas eux deux qui vont résoudre tous les problèmes. Mais par contre, comme ça a été dit pour la gendarmerie, la force, elle vient du collectif, et du fait que chacun, en s'organisant, en se saisissant par soi-même ou parce que les moyens ont été délégués, des situations, parce que ce ne sont que des situations complexes. Donc, à l'inverse de ce que vous avez exprimé, moi je suis toujours très à l'écoute d'un enseignant qui vient me faire part d'un échange qui l'a interpellé. Enfin, sur une journée de travail normale, je n'ai pas 25 enseignants qui viennent dans mon bureau de façon spontanée. Ou alors c'est vraiment que ça va mal. Donc un enseignant qui vient dans mon bureau ou qui vient me voir parce que je traverse la salle des professeurs pour me faire part de quelque chose, c'est que ça a une certaine épaisseur. Enfin, en tout cas, ça mérite d'être entendu. Après, pour des raisons que tu évoquais, de confidentialité, heureusement qu'il y a des instances pour croiser les regards et essayer de prendre des bonnes décisions. Voilà. C'est-à-dire que sur le témoignage d'un enseignant, qu'un élève lui aurait dit dans la cour et tout ça, bien sûr qu'on ne va pas enclencher tout de suite des actions, mais on va croiser les regards pour voir s'il y a matière, s'il y a épaisseur. Voilà. Écoutez, je crois qu'on est rattrapé par le temps. Moi-même, j'ai des obligations à l'extérieur.
Donc on va passer aux interventions suivantes. Voilà. En tout cas, j'étais venu dans l'idée de ne pas avoir l'impression d'avoir perdu une heure. C'est loin d'être mon cas. Je suis très heureux de l'échange qu'on a pu avoir. Voilà. Merci à tous.